Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser le moteur Peugeot 1.2 PureTech. Alors, c'est un moteur qui est sorti en 2012-2013 par là. On va essayer de comprendre ce qui a été recherché sur ce moteur lors de la conception. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. Allez, on y va, le moteur Peugeot 1.2 PureTech. Donc les caractéristiques essentielles, c'est un 3 cylindres. Il existe deux versions turbo et puis deux Atmo, je crois. En turbo, ça sort 110 et 130 chevaux. Un taux de compression de 10,5 à 1, 1199 cm3. D'accord, l'alésage, la course, longueur de bielle. Une injection directe à 200 bars. On a un déphaseur sur l'admission et l'échappement, une diminution des frottements internes a été recherchée, une pression de turbo maxi de 1 bar 4. Donc déjà, si vous avez suivi les vidéos sur le turbo, là vous voyez qu'une pression de turbo à 1 bar 4 avec un taux de compression de 10,5, on est dans des choses assez élevées quand même. Hein. Donc pour fixer un peu les idées, j'ai mis ici ce que c'était autrefois un 1 litre 2. Hein. Le 1 litre 2 VTI de Peugeot, il sortait 80 chevaux. Voilà. Aujourd'hui, on est à 130. Le 1.2 Twingo, alors le premier modèle, là, les premières Twingo, c'était 60 chevaux. On a plus que doublé, en fait, la puissance d'un moteur de 1 litre 2. Et le 16 soupape, c'est 76 chevaux. C'était 76 chevaux. Voilà. Donc ça, c'était des valeurs standards. Alors, comment on arrive à des puissances aussi énormes sur des petits moteurs. Je vous rappelle que ces moteurs-là, 1 litre 2, hein, ils sont mis sur des gros modèles de 508 et compagnie, hein, chez Peugeot. Donc voilà, vraiment, on va essayer de regarder ça. Alors l'objectif pour Peugeot, mais pour tous les constructeurs en fait, hein, c'est de diminuer les rejets de CO2. Hein, puisque bien sûr l'Union européenne impose maintenant que la gamme globalement rejette pas plus de X CO2, bon voilà. Et aussi bien on sait traiter les NOx, enfin tous les autres polluants qui sortent de l'échappement, autant le CO2, la seule façon de le diminuer, eh bien, c'est de diminuer la consommation. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Peugeot? Nouveau moteur 1 litre 2, plus une optimisation de la transmission, c'est moins 17% de consommation, donc moins 25 grammes de CO2. La micro-hybridation, le start and stop et l'electrical management, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout en route, c'est 6 grammes de CO2. L'optimisation aérodynamique, moins 2 décimètres carrés, donc c'est la surface frontale du véhicule. Hein. Quand on enlève 2 décimètres carrés, on fait 1 gramme de CO2 d'économie. La masse du véhicule, moins 140 grammes, moins 140 kilos, moins 6 grammes de CO2. Et la résistance à l'avancement, donc c'est essentiellement sur les pneus, hein, donc on peut ou augmenter la taille des pneus, ou diminuer la largeur, ou avoir des pneus qui résistent moins à l'avancement. Voilà, donc là on est à moins de 2 grammes de CO2. Tout ça cumulé, on se retrouve avec moins 40 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc, et ça c'est comparé à la 308 avec le moteur EP6, c'est-à-dire le 1 litre 6 THP là. Hein. D'accord. Donc celle-là, elle sort 104 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, et l'autre avant 144 grammes. Donc on a une réduction là de 28% des émissions de CO2 et de consommation. C'est considérable, hein, 30%. Bon voilà, donc vous voyez qu'en fait c'est une optimisation d'un peu tout. Et on va voir car ce moteur, effectivement, il a été optimisé de façon très poussée. C'est peut-être ça qui lui a valu d'ailleurs d'avoir des défauts, on y reviendra à la fin. Alors pour ce résultat, ce qu'ils ont fait chez Peugeot, ils ont fait du downsizing. Alors c'est quoi le downsizing? Eh bien c'est réduire la cylindrée du moteur et suralimenter très fortement pour conserver en fait des performances. Voilà, donc on va diminuer la cylindrée et par contre on va mettre des pressions de suralimentation très très fortes. Hein. Bon, voilà. 3 cylindres, diminution des pertes par frottement, mais évidemment dès l'instant où vous enlevez un cylindre, il n'y a plus de frottement du piston sur le cylindre, il n'y a plus de frottement de l'arbre à cam sur les poussoirs, il n'y a plus les ressorts qui ramènent les soupapes et qu'il fallait entraîner. Voilà. Donc dès qu'on enlève un cylindre, les diminutions
diminutions de frottement sont considérables. Mais ils sont allés quand même plus loin que ça. Alors, il y a deux améliorations, deux pistes d'amélioration. L'amélioration du cycle thermodynamique, hein, qu'on voit ici, là. D'abord, une injection directe, avec un injecteur placé au centre et avec 5G. Donc on verra que ça a été c'est source de problèmes. Déphasage à l'admission et à l'échappement des arbres à cames, un taux de compression élevé, amélioration du cycle, donc avec retard, ouverture, échappement et diminution de fermeture, admission. Donc on essaye de se rapprocher du cycle Atkinson, si ça vous intéresse, allez voir sur Wikipédia. En gros, on peut avoir deux cycles, hein. On peut avoir, quand on est déphasé, l'ouverture-échappement qui se fait ici, ou l'ouverture-échappement qui se fait plus tôt. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de regarder, là, c'est le cycle vert, en fait. Voilà. Quand on ouvre, on essaye, en fait, d'avoir une détente qui dure plus longtemps, d'avoir une compression, vous voyez, retard, fermeture, admission. Oui, fermeture, admission. On essaye de pas retarder trop, et comme ça, il y a une compression qui dure plus longtemps, alors que dans celui-là, cycle, on ferme un peu plus tard pour un meilleur remplissage. Voilà, donc ça dépend ce qu'on veut faire, en fait. Si on a mis beaucoup de GR dans notre moteur, on va voir celui-là, on peut avoir 25% de la cylindrée, c'est les gaz d'échappement. C'est pas la peine de retarder l'admission, puisque de toute façon, là, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas de remplir le cylindre, hein, c'est de prolonger le cycle de compression et de détente. Un turbo qui tourne à 240 000 tours minute, bon, c'est considérable, hein, les turbos, normalement, c'est 120, 150, 180 000 tours minute. Et l'autre axe qui a été choisi, c'est diminuer les pertes du moteur. Alors pour ça, ils ont adopté un rapport course sur longueur de bielle favorable, hein. Vous savez que plus la bielle est longue, en fait, moins elle s'incline et moins ça force, ça fait forcer le piston sur le cylindre, donc on diminue les pertes. On a une pompe à huile à débit variable, donc ça c'est un équipement qui est en train de se démocratiser un peu sur les moteurs. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas besoin de toute la pression d'huile quand on est à faible régime, et donc on envoie peu d'huile ou à une pression plus faible, et puis après quand on a besoin de monter en régime ou d'augmenter la charge, à ce moment-là on met plus d'huile. Un traitement DLC sur l'axe de piston, le premier segment est la distribution. Alors DLC, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est Diamond Like Carbon. Donc c'est un traitement, là on le voit ici en noir, c'est un traitement qui a été élaboré pour la Formule 1 il y a une dizaine d'années là, et avec un coefficient de frottement très faible et une dureté très élevée. Bon, ok, piston traité, donc ici là on a un traitement anti-friction sur la jupe, et faible jupe, ils ont travaillé sur la hauteur de la jupe qui est assez faible. On verra que ça aussi ça a posé des problèmes après en après-vente, hein. Tension de segment, donc le premier segment, en fait, en plus d'être traité DLC, ils ont réduit sa tension. Hein, donc ça veut dire que c'est un segment qui s'écarte moins, qui frotte moins. Voilà. Et a priori, le corollaire de ça, c'est qu'il est moins étanche aussi. Courroie humide à faible frottement. Alors voilà, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre une courroie de distribution dans de l'huile. Hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Eh bien, c'est parce que c'est un système qui permet moins de frottement qu'une courroie ou qu'une chaîne. Alors, Peugeot, en fait, c'est pas eux qui ont développé ça, hein, c'est un équipementier qui propose des nouvelles solutions aux constructeurs avec des arguments. Là, l'argument, c'est de dire que on va avoir de plus faibles frottements. Donc, Peugeot a adopté ça sur leur moteur, et on verra là aussi que ça leur a posé pas mal de problèmes. Une huile un peu spécifique à faible frottement, hein, donc c'est de la, je sais pas quoi, 5,40 ou 0,40, mais il faut qu'elle réponde aux normes Peugeot, hein, ce coup-ci. Et palier optimisé, donc là on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Est-ce que les paliers sont moins importants en diamètre, puisque ça favorise un peu les pertes par frottement si on diminue le diamètre. Bon. Ok.
Alors, on essaye de voir un peu les problèmes qu'ils ont rencontrés lors de l'élaboration de ce moteur. D'abord, un moteur 3 cylindres, il y a ce qu'on appelle des acyclismes, c'est-à-dire que les temps sont pas bien répartis, hein. Donc ça produit du bruit, des irrégularités du cycle et des vibrations. Notamment, alors un moteur 3 cylindres comme ça, quand vous avez une explosion là et une explosion là, ben, votre moteur il se met à bouger comme ça là. Hein, alors pas d'avant en arrière parce qu'il est transversal, mais de droite à gauche. Voilà, donc les solutions qui ont été apportées, c'est un arbre d'équilibrage avec poulie d'ampères, un volant de double masse et des cylindres blocs moteurs adaptés, c'est-à-dire qu'ils ont, comme on n'arrive pas de toute façon à équilibrer un moteur 3 cylindres, eh bien ils ont travaillé sur les cylindres blocs du moteur pour que ces vibrations ne remontent pas dans la voiture en fait. Donc sur la combustion, il y avait des risques de préallumage, du rumble, du cliquetis par dilution, du cliquetis, ouais, de la dilution d'huile et encrassement à l'admission. Donc les solutions qui ont été trouvées, c'est distribution variable. Donc on peut ouvrir les soupapes d'admission et d'échappement comme on veut, plus tôt, plus tard, très bien. Du tumble grâce à la forme de la tubulure et de la tête de piston. Alors le tumble en fait c'est un mouvement quand l'air rentre là, il faut que ça tourne à l'intérieur de la chambre en fait, hein, et ça va permettre quand j'injecte l'essence qu'on mélange bien tout ça, quoi. Une injection centrale à 200 bars, donc vous le voyez ici, là c'est l'injection centrale. Alors, on va regarder ce petit graphique là, il est très intéressant. On a, alors le rumble, c'est du bruit de combustion à faible régime, hein, voilà, ça grogne un peu, donc c'est comme du cliquetis qui se fait plutôt à plus haut régime. Voilà, donc il faut éviter ça parce que c'est un peu destructeur. Donc ici, là, vous voyez qu'ils ont essayé plusieurs systèmes d'angle de jet de l'injecteur, et puis ils ont mesuré la dilution d'huile que ça donnait, d'accord? Donc en fait, alors bien sûr ils disent pas quel angle là, parce que c'est du secret, mais donc en gros, avec cet angle-là qu'ils ont choisi, on a une dilution d'huile qui reste acceptable. Bon, voilà. Si l'angle varie, vous voyez qu'on a des dilutions là qui sont plus importantes. Donc en fait, le fait d'injecter à très haute pression de l'essence, une fois que le piston est presque en haut là, eh bien on a de l'essence qui est pas très bien, moins bien vaporisée que dans la tubulure d'admission. Et donc, possiblement, elle va se déposer sur les parois du cylindre et elle va laver le cylindre et diluer l'huile, puisque cette essence, on va la retrouver en dessous du piston dans l'huile. Et on verra que cette dilution d'huile, là, ça a été un problème sur ces moteurs, hein. Donc, en fait, sûrement que là, l'angle des injecteurs est pas optimal parce que c'est des moteurs qui souffrent de dilution d'huile et donc de mauvais graissage à la fin. Alors, ils ont fait un moteur aussi où la combustion peut être soit stoichiométrique, c'est-à-dire bien dosée, hein, 1 pour 14, ok, soit stratifiée, soit en mélange pauvre. Donc avec les arbres à cam variables et puis l'injection d'essence, là, ils peuvent choisir, enfin le calculateur peut choisir comment on va faire fonctionner ce moteur. Alors évidemment, à faible charge, hein, on va être en stratifié ou en mélange pauvre, et puis quand vous mettrez le pied dedans, ben, vous aurez du stoichiométrique pour avoir les 130 chevaux annoncés. Mais voilà, Peugeot, comme tous les autres constructeurs, ils sont pas fous, ils savent bien que les conducteurs de voitures, là, ils utilisent la plupart du temps la voiture à faible régime, et donc on a 3 modes de combustion différents. Bon, optimisation jet d'injection pour l'addition d'huile, je viens d'en parler. Résistance au cliquetis avec un taux à 10,5. Ben évidemment, hein, on l'a dit, avec un taux de compression à 10,5, une forte pression de turbo, on va avoir du cliquetis qui va apparaître. Ça aussi, ça va être un des problèmes de ce moteur. Donc ils ont travaillé sur le refroidissement de la chambre de combustion, et pour ça ils ont mis un conduit d'eau entre les deux soupapes d'échappement. Donc là, la culasse est fondue avec, est fondue avec une chambre d'eau là entre les deux soupapes d'admission, ce qui a permis de gagner 50 degrés sur la température des soupapes d'échappement. Voilà, donc ça c'est une des solutions, hein. Alors pour éviter le cliquetis, il faut bien refroidir la chambre, comme ça quand j'injecte mon essence, elle se met pas à s'auto-inflammer.
L'injection directe, ça permet d'injecter après, quand le piston est en train de remonter, et donc on n'est pas, il n'est pas encore comprimé le mélange, donc ça va. Bon voilà. Et puis après, on a un capteur de cliquetis qui peut gérer l'avance à l'allumage. Donc toutes ces solutions-là ont été retenues pour limiter le cliquetis. Mais ceci dit, c'est un moteur qui a souffert de cliquetis, puisque, on le verra tout à l'heure, ça a été jusqu'à des casses de bougies, voire de moteur. Alors ici, on nous donne le couple. Alors vous voyez, c'est la valeur de couple, c'est en litres, hein. Et puis le régime moteur. Et puis ils ont comparé par rapport aux meilleurs concurrents comparables. Et puis pour le 1,6 litre. Alors le meilleur concurrent comparable, en fait, c'est Volkswagen, c'est le 1 litre et le 1,2 litre de chez Volkswagen, hein, à chaque fois qu'ils comparent. Et puis Renault, là, je crois aussi. Donc, en fait, on a des valeurs de couple très élevées, et dès les bas régimes, c'est-à-dire que là, à 1500 tours, on est déjà au couple maxi, et on va le tenir jusqu'à 3005. Alors, ça, c'est une donnée très importante dans les nouveaux moteurs, c'est avoir le couple maxi très tôt. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent éviter, là, c'est que le conducteur monte dans les tours. Évidemment, plus vous tournez vite, 4000, 5000, 6000 tours, d'ailleurs, je crois que c'est un moteur qui est limité à 5500 tours, ça, hein, qui ne tourne pas très très vite, plus vous augmentez les frottements, en fait. Hein. Évidemment, le piston fait plus d'allers-retours, il y a plus de frottements, et on dégrade un peu le rendement à haut régime. Donc, sur ces moteurs-là, on essaye de rester entre 2 et 3000 tours minute. Et donc, c'est ce qui marque, là, il marque Fun to Drive. Hein, donc, c'est sympa à conduire parce que on a beaucoup de couples à bas régime. Et donc, du coup, même quelqu'un qui voudrait un peu s'amuser, il accélère entre 1500 et 3000, et puis ça colle un peu au siège, parce que là, il y a du couple. Et donc, on est content, on relâche la pédale et on va pas au-delà de ça. Alors, ce qu'on voit par exemple par rapport au 1,6 THP, c'est que effectivement là, on était à 100 Nm de couple, on est à presque 200, donc ça a presque doublé. Ok. Ensuite, alors pareil, ça c'est les courbes de consommation spécifique. On a ici la pression de compression en barre, la pression moyenne effective, et puis on a ici le régime moteur. Voilà. Alors, en fait, là, toute cette plage-là qui est délimitée par le blanc, là, on est dans une zone où on est inférieur à 240 grammes par kilowattheure produit. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que ça, c'est le cycle d'homologation. Là, les petites flèches noires là, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, le cycle d'homologation, il fait travailler le moteur là. Et puis ici, on a le cycle WLTP, donc celui qui est rentré en vigueur, je sais pas, en 2020, 2018, je sais plus. Et Typical Customer, c'est ce que fait le consommateur quand il utilise cette voiture. Donc on voit qu'il y en a qui bourrinent un peu, hein. Mais enfin, la plupart du temps, en fait, on va faire travailler le moteur dans cette zone-là. Évidemment, si vous avez ce genre de voiture en ville, vous dépassez très très rarement les 3000 tours minute. Hein. Vous démarrez, vous accélérez un peu et hop, vous réarrêtez. Voilà. Donc l'important, c'est que les clients restent dans cette zone de consommation et auquel cas, on a des très faibles consommations. Bien sûr, dès que vous commencez à taper dans des régimes un peu élevés, ben là, vous pouvez assez facilement, alors si on est à 5000 tours et pied dedans, hein, on va se retrouver quelque part par là, et donc la consommation, elle est plus du tout faible. Les performances dynamiques, alors là ils ont comparé c'est la 308 avec l'ancien moteur, le 1,6 litre, le 1 litre D PureTech, donc la nouvelle 308, et puis compétiteur A et compétiteur B, c'est deux moteurs Volkswagen. Voilà. Donc le 0 à 1000 mètres, alors nous on regarde le 1.2 PureTech, hein, donc on voit que le 0 à 1000 mètres, Volkswagen fait un peu mieux avec son 1 litre, et puis on est moins bien qu'avec le 1,6 litre. 30 à 60, pareil, et 80-120, pareil. Voilà. Donc en fait, malgré tout, la cylindrée joue beaucoup. Quand vous avez un 1,6 litre, eh bien, ça accélère plus fort. Et puis c'est tout. Donc là, ils ont essayé de pallier un peu le système avec beaucoup de couples, mais ceci dit, voilà, la cylindrée, c'est quand même
disons qu'il y a un décalage d'arrivée de couple entre 1,6 litre et 1,2 litre, qui fait que le 1,2 litre, il est quand même un peu moins vaillant, on va dire. Bon, donc on l'a vu, le moteur 1 litre de PureTech, c'est un très bon moteur qui a été très bien développé avec des innovations importante parce que vraiment ils annoncent 2,8 litres de consommation, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment d'un point de vue technique un très très beau moteur. Mais bon, le souci c'est qu'il y a eu des problèmes quand même de ce moteur en après-vente. Alors j'ai essayé de les lister un peu, mais il y en a sans doute d'autres. Il y a eu des cases de courroie de distribution, donc la fameuse courroie de distribution qui est immergée dans l'huile. Donc je l'ai dit, ils ont fait ça parce que ça entraîne moins de frottement et donc on perd moins d'énergie là-dedans. Bon, le problème de cette courroie, c'est qu'elle se désagrège un petit peu, et puis enfin le dessus de la courroie se désagrège, ça vient colmater la crépine de la pompe à huile. Et donc là, alors, il y a deux problèmes. Il y a colmatage de la pompe à huile. Donc si on n'intervient pas là, ben évidemment, on n'a plus de graissage sur les paliers, sur le moteur, etc. Donc on peut aller jusqu'à la casse moteur. Et puis la courroie, à force de se désagréger, elle arrivait à se casser. Bon, voilà. Donc ils ont, au début c'était 180 000. Oh, il y a une faute là, il y a un 0 en trop. Donc au début c'était 180 000 la préco, et puis je crois que maintenant c'est 100 000. Bon, si vous avez une voiture comme ça, 60 000 c'est peut-être mieux. Même s'ils disent que la courroie est maintenant adaptée, bon voilà. Alors elle se désagrège pas toute seule cette courroie. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce qu'elle baigne dans l'huile. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On va le voir un peu après, c'est qu'il y a beaucoup de dilution d'essence dans l'huile sur ce moteur, en fait. Et c'est plutôt l'essence qui désagrège la courroie. Le caoutchouc est pas fait du tout pour recevoir de l'essence. Et donc, c'est ça qui désagrège la courroie. Bon, voilà. Donc, un changement plus précoce, ça peut être que mieux. Ensuite, sur ce moteur, il y a eu des consommations d'huile. Alors, on l'a dit, le premier, où les segments ont été détendus par rapport à des segments normaux pour que ça frotte moins. Donc évidemment, quand vous avez des segments qui tendent moins, eh ben, c'est embêtant parce que ça, alors on gagne d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas très très étanche. Donc, alors la dilution de l'huile, plus des segments qui serrent pas très fort, tout ça, on arrive en fait à des moteurs qui s'usent assez rapidement, et puis le piston arrive à battre dans la chemise. Donc c'est pas terrible, et puis du coup on consomme de l'huile avec ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Ben pas grand-chose, sinon vidanger plus souvent que préconisé. C'est-à-dire que sur beaucoup de voitures maintenant, c'est préconisé 30 000, bon à 15 000, il faut vidanger, voire une fois par an, quoi. Même si on a fait que 10 000, il faut vidanger, parce que les huiles sont très performantes, certes, mais on leur demande tellement de choses que, voilà, si vous voulez un moteur qui dure longtemps, vidangez une fois par an à 10 000, 15 000. Ça sera parfait. La courroie de distribution qui se désagrège, donc on l'a dit. Alors, ça bouche la crépine, oui, ça bouche aussi les électrovannes de VTI, et ça diminue le graissage du moteur. Alors, j'ai pas entendu trop parler de problèmes de vilebrequin et de paliers de bielle, mais par contre, oui, des moteurs qui bouffent de l'huile et qui compressent plus trop, oui, ça, il y en a pas mal. Donc, en plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça se réalise pas, ces blocs-là. Donc à chaque fois, il faut changer un bloc embiellé, ça vaut un peu d'argent. Encrassement de la chambre de combustion, donc ça c'est dû au recyclage des gaz d'échappement. Je vous l'ai dit, il y a des phases où on met 25% dans le cylindre de gaz d'échappement, donc c'est quand même beaucoup. Et puis cet encrassement, il favorise le cliquetis. Il y a eu des casses de bougies apparemment sur ce moteur, voire des casses de moteur complets avec piston percé, etc. Voilà, donc il y a pas mal de problèmes sur ce moteur, donc bien sûr, ils essayent de les régler. Vous, si vous avez ça, ben voilà, changez le plus souvent à 60 000 au moins la courroie de distribution, vidangez plus souvent. Quand vous faites la courroie de distribution, mais c'est préconisé par Peugeot, on enlève le carter d'huile et puis on regarde si la crépine n'est pas bouchée.
Voilà, donc c'est les solutions que Peugeot a apportées, c'est ça, une nouvelle courroie qui, là aussi il y a une faute, bravo, une nouvelle courroie qui normalement se désagrège plus, une reprogrammation moteur, alors ça ils disent que, parce qu'en fait il y a eu des problèmes de pompe à vide pour assister les freins, là, bon, ils disent que la reprogrammation c'est pour ça, mais en fait c'est sûrement pour moins diluer l'huile, c'est-à-dire injecter moins fort l'essence pour pas que ça dilue trop l'huile. Et intervalle de révision revu, voilà les solutions qui ont été apportées par Peugeot. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce moteur 1,2 litre PureTech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis je vous le redis, abonnez-vous, ça aide la chaîne. Merci, au revoir.